Donc merci à tous d'être présents ce soir. On est à l'épisode 5 du 10e cycle de conférences Retour sur le durable. Comme chaque année, on l'organise, nous, Ecopolis, avec l'Ordre des architectes d'Île-de-France. À chaque fois, le principe est le même. Moi, Léon Cook, responsable du pôle accompagnement de projet chez Ecopolis, anime la soirée avec un élu ordinal. Aujourd'hui, ce sera Anne Durand qui prendra la parole dans quelques instants. Voilà, et à chaque thématique, on change. La thématique de cette année, c'était réhabiliter. Le premier épisode, réhabiliter pour le bien-être social. En fait, ensuite, on a fait réhabiliter pour transformer, réhabiliter pour le patrimoine, réhabiliter avec les matériaux biosourcés. Et ce 5e épisode, réhabiliter pour la santé. Comme vous le voyez dans le programme ci-dessous, il faut savoir qu'à la rentrée, on aura l'ultime épisode du cycle, réhabilité pour la biodiversité, avec, là encore, 2 architectes qui viennent de nous parler de leur projet. Donc, date à suivre sur les réseaux sociaux, courant septembre. Je vais vous parler un petit peu d'Ecopolis, donc l'association que je représente aujourd'hui. On est le pôle de ressources francilien pour l'aménagement et le bâtiment durable. Ça vient de changer dans nos statuts. On ne parle plus de construction durable, mais de bâtiment durable depuis jeudi dernier. On est une association donc, de 200 adhérents, 17 personnes salariées dans l'équipe, et on fédère une communauté de plusieurs milliers de professionnels du bâtiment et de l'aménagement sur la région Île-de-France. Notre mission, telle qu'on se l'est collectivement définie, c'est de contribuer au développement soutenable de la société en accompagnant l'évolution des pratiques des pros de l'aménagement et de la construction sur la région Île-de-France. Il faut savoir que des centres de ressources comme Ecopolis, il en existe un par région française. Et donc nous, notre intervention, elle est vraiment dans les limites administratives de la région Île-de-France. On est soutenu historiquement par les services déconcentrés de l'État, l'ADEME, le préfet de région Île-de-France, et on a été créé à l'initiative des CAUE, de l'Union régionale des CAUE et de l'Ordre des architectes. Et on a des partenaires privilégiés que sont la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, puis pour certains programmes d'action, notamment pour celui de l'urbanisme favorable à la santé qu'Alban vous présentera dans quelques instants, l'Agence régionale de santé. On a 4 missions en tant que centre de ressources. La première, c'est d'informer les professionnels avec des documents produits sur mesure ou alors relayés au travers de notre newsletter, notre site internet. On est aussi un organisme de formation, donc au travers de notre catalogue de formation, il est possible de s'inscrire en tant que maître d'ouvrage, maître d'œuvre à ces formations qui peuvent avoir lieu dans nos locaux ou dans d'autres locaux d'Île-de-France. On anime ce réseau de professionnels avec des soirées comme celle de ce soir, des webinaires, des groupes de travail et d'autres événements. Et enfin, la dernière mission d'Ecopolis, c'est l'accompagnement opérationnel de projets, que ce soit bâtiment avec la démarche bâtiment durable francilien, qui existe depuis 2017, ou quartier avec QDF, quartier durable francilien, depuis 2021. Et comme la thématique du jour, c'est la santé dans les opérations d'architecture et d'urbanisme, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Alban Narbonne, chargé de mission urbanisme favorable à la santé, qui vous présente son programme d'action. Merci Léon. Bonjour à toutes et tous. Je vais être très très bref, puisqu'on va rentrer au plus vite dans la présentation des projets, mais simplement en 2 mots, pourquoi ce programme d'action urbanisme et santé qu'on porte maintenant depuis bientôt 3 ans chez Ecopolis. Ça part d'un constat assez simple, 50% de notre état de santé est influencé par notre cadre de vie, par notre milieu de vie, et donc il y a un rôle clair, évident à jouer de la part de tous les acteurs de la fabrique de la ville, que ce soit les aménageurs, les urbanistes, les collectivités, pour intervenir sur ce cadre de vie et chercher à améliorer la qualité de vie et le bien-être des populations. Et pour répondre à cet enjeu ô combien important, on a décliné classiquement les 4 missions que Léon vient de vous présenter sur le thème de ce qu'on appelle l'urbanisme favorable à la santé, donc qui peut sembler un barbarisme, mais un concept émergent. Et donc on reprend ces 4 grandes missions, que ce soit l'information, la formation, la mise en réseau et l'accompagnement de projets dans le cadre de ces travaux sur l'urbanisme favorable à la santé. Et en fait, c'est ce qu'il y avait écrit sur cette slide. Donc vous avez toutes les informations. Léon, je te laisse reprendre. Merci Alban. Juste vous préciser quelques événements à venir du côté d'Ecopolis. Je vous parlais tout à l'heure de la démarche bâtiment durable francilien. On vous ouvre les portes de ces opérations. Donc 2 opérations, une en chantier, une en exploitation.
Le groupe scolaire Simone Veil de la ville de Rosny-sous-Bois, qu'on ne présente plus, projet qui a été reconnu hors lors de la dernière commission publique. Et puis la Maison des Canaux, voilà, de Clara Simé, que vous connaissez aussi, qui ouvre ses portes. Donc ce sera le 12 et le 20 juillet. À savoir que nos formations pour devenir accompagnateur BDF continuent durant l'été. Vous avez encore l'occasion de vous former à la démarche. Il faut juste être soit architecte, soit bureau d'études pour être accompagnateur BDF. Ce sera le 12 et le 13 juillet en matinée. Vous avez la formation devenir accompagnateur écrin. Écrin, c'est une démarche de prise en compte de la qualité de l'air dans le bâtiment qui a été récemment développée par l'ADEME et que tous les centres de ressources proposent à leur catalogue de formation. Ce sera le 7 et le 8 septembre. Et enfin, une formation, là encore animée par mon collègue Alban, rafraîchir les villes, ce sera fin septembre. Pour ce qui est des commissions BDF, la prochaine, c'est dans 9 jours maintenant, 8 jours. Le 11 juillet, ce sera à l'espace Paris-Boucicaut Innovation dans le 15e arrondissement. Ce sera l'occasion de voir 4 projets en phase de conception. Voilà, il y aura 3 opérations au Piton du Vernois, notamment quartier récemment conçu dans le nord-est parisien. Et ensuite, on aura la commission suivante au CAUE 92 à Nanterre le 14 septembre. Je continue en vous disant qu'il est possible de vous abonner à notre newsletter chaque mois en flashant ce petit QR code. Et vous avez aussi dans la documentation présente à côté du pot de convivialité qu'on boira tous ensemble tout à l'heure de quoi retrouver nos principales infos. Voilà. Et il est possible d'adhérer à Ecopolis et de faire accompagner son projet en démarche BDF, que ce soit un projet de réhabilitation ou de construction neuve. Prenez contact avec ma collègue Sarah et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Juste gardez bien en tête qu'à l'échelle du bâtiment, il faut intervenir suffisamment en amont, donc avant le dépôt du permis de construire. Et puis pour une opération d'aménagement, c'est avant la validation politique du plan guide. Je vais maintenant laisser la parole à Anne Durand, qui est co-animatrice ce soir, architecte, enseignant-chercheur à l'ENSA Paris-La-Villette et conseillère ordinale du CROAIF. Je vais être aussi très brève. Je vous remercie tous d'être présents ce soir. Je remercie aussi les invités d'être ici. En effet, je suis architecte, docteur en urbanisme, élue à l'ordre au Conseil régional d'Île-de-France depuis 2021. Et en fait, le CROAIF se compose de plusieurs groupes thématiques, dont l'un dont je fais partie, c'est le groupe Transition écologique. Et on s'intéresse autant à travailler sur l'utilisation des matériaux biosourcés, les valoriser, que sur la rénovation énergétique. Mais il y a aussi un volet santé, donc d'analyser l'impact de la santé sur l'architecture, ou plutôt de l'architecture sur la santé. Mais en fait, c'est aussi à travailler plus en amont, et dans une question vraiment urbaine et dans l'aménagement. Et à ce titre, donc, dans le groupe Transition écologique et de manière plus large aussi de mon côté, on travaille sur le sujet aussi de la relation entre la santé, l'écologie et l'économie. Et donc, on travaille sur le bilan financier d'opération pour créer un bilan qui se veut holistique et qui prenne en compte un peu toutes les externalités qu'on n'évalue jamais dans un projet d'aménagement, qui sont donc la santé, le bien-être, l'environnement. Et donc on est à ce titre très intéressé à mener cette soirée avec Ecopolis et tous nos invités pour aborder vos projets et comprendre comment vous intégrez la santé dans ces opérations et de manière peut-être plus en amont aussi. Donc on va donner la parole à Sophie Lecadre et Guillaume Boudieu, qui travaillent chez AIA Architecture, et ensuite à François Pellegrin, qui travaille à son agence Architecture Pellegrin. Je vous laisse la parole et vous présenter vos projets. Je fais juste un petit test, savoir si ça passe. Oui, c'est parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup déjà à l'Ordre des architectes et à Ecopolis de nous donner la possibilité, à Guillaume et moi,
de nous exprimer sur ce sujet ô combien passionnant qu'est les enjeux de santé, en particulier dans la rénovation. Alors, ce qu'on va vous présenter, ça vaut autant pour le neuf que pour la rénovation, hein. On va essayer évidemment on vous a sélectionné des références de projets qui sont vraiment dans le cadre de la rénovation. Mais voilà, ça ne se limite pas uniquement à ça. Alors, un petit rappel sur le socle de l'approche. Alors, urbanisme favorable à la santé, c'est un terme qui a déjà été présenté par Ecopolis. Et effectivement, nous, au sein d'AIA, au sein du groupe AIA Life Designers, c'est un sujet qu'on a travaillé depuis déjà plusieurs années, puisqu'on a initié avec la fondation AIA toute une approche d'anticipation de ce sujet-là, et notamment à travers différents groupes de travail qui ont donné lieu à différentes publications. Donc l'idée, c'est pas d'en faire la publicité, évidemment, mais bon, c'est pour vous expliquer un petit peu l'ancienneté de ce sujet et la manière dont ça nous anime au quotidien. Et donc, en rappel, du coup, je vais citer l'OMS quand même, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc ça, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous ce soir. Et surtout, ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc une fois qu'on sait ça, effectivement, nous en tout cas, on a commencé à creuser, et c'est pas uniquement la démarche AIA, hein, je tiens à bien le préciser, c'est une démarche qui globalement est internationale et donc partagée avec différents cabinets d'architecture, d'urbanisme, et puis aussi des consultants. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'analyser les données qui s'offrent à nous, ou d'aller chercher des données qui sont parfois moins accessibles, notamment auprès de l'ANSES par exemple, pour pouvoir vraiment caractériser le territoire de manière singulière sur toutes les données de santé. Donc là, je vous ai sorti un petit extrait, un petit focus sur le sujet de l'activité. Mais on a la même approche également sur le vieillissement de la population, par exemple. Donc là, si je vous donne des grands chiffres, on a un quart des décès prématurés en OCDE qui auraient pu être évités. Donc quand on se dit ça, on se dit ok, ils auraient pu être évités, mais alors nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, notamment par le biais d'actions préventives sur les facteurs de risque des maladies chroniques. Et alors quand on s'intéresse un petit peu au sujet des maladies chroniques, si vous regardez un tout petit peu au-dessus de la slide, ce qu'on appelle les ALD, donc les affections de longue durée, en 2016, les plus fréquentes, ce sont le diabète, les tumeurs malignes, donc les cancers, hein, et notamment tous les nouveaux types de cancers émergents, et puis les affections psychiatriques. Et un autre chiffre, c'est le facteur de risque de mortalité au monde, et en l'occurrence le quatrième, c'est la sédentarité. Et on voit que la sédentarité, alors elle va également, au-delà de la mortalité, entraîner une partie de ces affections longue durée. Donc on voit à quel point il est important de s'interroger aux causes de la santé, ou comment on arrive à actionner les différents leviers. Et donc, ça a également été introduit avant qu'on ne prenne la parole, donc c'est très bien. Ce fameux diagramme qui est issu de la Bipartisan Policy Center Health Program, donc de 2012 quand même, donc c'est pas récent, hein. C'était il y a donc 11 ans au moins. Et donc on voit à travers ce diagramme qu'il y a la part de représentation des différents déterminants de santé. Et donc, en l'occurrence, on a 10% des déterminants de santé qui sont liés aux soins médicaux, c'est-à-dire l'accès à l'offre de soins, pouvoir avoir accès facilement à des médecins, spécialistes, généralistes, pouvoir se faire suivre, voilà. 20% qui sont liés à la génétique, donc là, c'est un petit peu la part de chance de chaque individu. Donc 30% qui sont liés vraiment à des causes externes ou propres à chacun. Et par contre, on a 70% des déterminants de santé qui vont être influençables, dont 50% effectivement qui sont liés au mode de vie et aux facteurs socio-économiques, donc la manière dont, par exemple, on va pouvoir accéder à l'activité physique, à pouvoir accéder également à une alimentation saine, et puis 20% qui sont liés à l'environnement. Et les 20%, l'environnement, c'est par exemple pouvoir habiter dans un environnement qui soit peu exposé aux pollutions, ou au contraire qui soit très exposé aux pollutions. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est qu'il y a effectivement 70% des déterminants de santé qui sont influençables, et donc on peut dire que nous, en tant que maître d'œuvre, ou d'ailleurs maître d'ouvrage ou AMO, on a une part d'influence sur ces fameux déterminants. Donc l'approche du FS qui part de ce constat et du travail d'amélioration de ces déterminants, ou en tout cas d'actionner les leviers pour améliorer ces déterminants, ils sont organisés ou structurés à travers 7 axes majeurs.
Donc, je ne vais pas tous les citer dans le détail, mais voilà, un des grands objectifs, ce sera de retrouver la sécurité et la salubrité du cadre de vie. Ça, on va pouvoir le travailler à travers notamment la trame fraîcheur ou la qualité de l'air, enfin, tout ce qui va pouvoir actionner les différentes typologies de qualité. Favoriser l'inclusion sociale et réduire les inégalités socio-sanitaires. Donc, on va beaucoup parler de design inclusif. Il y a le design actif aussi et le nudge qui vont être très importants pour actionner les différents leviers de pratique physique en particulier, ou même d'ailleurs de rééducation, du design tactique. Et si je passe à la slide d'après, qui a des images, donc c'est un petit peu plus sympa. La relation au vivant qui est très importante à travers le design biophilique, le design actif, j'en ai parlé, le design sensoriel qui est vraiment central dans nos réflexions, et vous verrez du coup des exemples dans les projets concrets qu'on va vous présenter juste après. Donc le design sensoriel, qui consiste à travailler toutes les grandes cartes des ambiances, ce qu'on appelle l'architecture des invisibles, entre autres. Voilà. Et donc, on vous présente aussi nos projets à travers la méthodologie qu'on a mise en place, donc qui s'organise à travers les grandes étapes de la conception, de la construction et de la post-livraison d'un projet. Donc, on va commencer évidemment par la phase de lancement, donc celle qui consiste à déterminer si la mise en place d'une démarche d'UFS a une forme de pertinence ou pas. Alors, ce serait un peu mentir que de se dire qu'il n'y a jamais de pertinence. C'est juste qu'il y a des projets qui, globalement, s'y prêtent davantage que d'autres, et notamment un programme qui parfois laisse la porte un peu plus ouverte à la prise en compte des objectifs de santé. Et vous verrez d'ailleurs que ce n'est pas un hasard si beaucoup de nos opérations sont des projets de santé. Ensuite, la grande phase qui est vraiment importante, c'est celle du diagnostic, qui consiste à identifier les enjeux de santé relatifs au contexte. Donc ça, cette notion de contexte et de singularisation de la réponse apportée en fonction du contexte, elle est vraiment primordiale pour bien mettre en place une démarche du FS qui soit pertinente. En co-conception, donc on va suggérer des stratégies qu'on mettra ensuite en place à travers des recommandations. Donc ce sont des recommandations opérationnelles, et on en verra des exemples juste après. Et donc ensuite, on a les deux étapes de mise en œuvre et de suivi, donc accompagner et vérifier la mise en œuvre, et surtout effectuer un suivi relatif aux risques, ou en tout cas aux bénéfices qui auront pu être acquis dans nos opérations. Donc ça, c'est une phase qui est encore un peu débutante chez nous, puisque finalement les premiers projets sur lesquels on a pu développer l'UFS partent en chantier. Donc on va rentrer dans cette phase passionnante qui est celle de la construction et surtout du suivi pour pouvoir alimenter la boucle vertueuse. Voilà. Je passe la parole sans plus attendre à Guillaume. Merci. Hop. Donc on va vous présenter 3 projets. Sur les 3 projets, on va commencer par un projet de santé mentale sur le site de l'EPS Ville-Évrard. Donc c'est un site assez connu, assez important. Et donc voilà, une image. On était en équipe. Donc là, c'est une réponse à un concours de maîtrise d'œuvre en MOP. On est donc associé à 2 BDM, quand même pour les citer, architecte MH et base paysagiste. Et pour vous donner une idée du site de Ville-Évrard, c'est tout ce qui est dans les Pointillés jaunes. Un site historique, construit sur le principe du pavillonnaire, un site très étalé, un site évidemment qui aujourd'hui n'est plus du tout adapté à la prise en charge et puis a montré finalement ses limites avec le temps. Et la ligne bleue qui coupe le site en deux correspond grosso modo à ce que va devenir le site, c'est-à-dire qu'il ne restera plus que la moitié ou les 60% de la surface disponible au départ, donc la partie qui est en haut de l'image. Et donc il va falloir relocaliser l'ensemble de ce qu'il y a de l'autre côté du trait bleu sur un même site. On posait la question finalement de est-ce qu'on réfléchit justement à un urbanisme favorable à la santé sur nos projets. Très rapidement, juste en regardant ce site et en le visitant, on avait une conviction, même si ce n'était pas une demande forcément programmatique, une conviction en tout cas de s'interroger plus largement à la question de finalement restructurer, parce que c'est une partie, c'est un projet dont 40% de la surface est en réhabilitation et 60% en extension, mais pose la question aujourd'hui de réutiliser des bâtiments et surtout finalement de requalifier les vides, puisque lorsqu'on nous demande de redensifier les parcelles avec un programme plus efficace, qu'est-ce qu'on va faire de finalement toute la qualité de ce site, la qualité des espaces, les espaces boisés. Évidemment, le site de Ville-Évrard comporte plusieurs projets. Nous, on est interrogés sur la restructuration du pôle de santé.
Il y a plusieurs projets en parallèle. Il y a une maison d'accueil à l'entrée du site. Et donc, nous, finalement, en tout cet espace, on nous a finalement délimité ce périmètre jaune pour réintégrer finalement une présence ici de 6 000 m² de bâtiments existants et d'en rajouter 8-9 000 m² complémentaires dans les vides. Donc très vite, on s'est penché sur la question. Ça nous semblait évident de lancer un diagnostic. Comme l'a fait Sophie tout à l'heure, on a, sur tous les axes de réflexion possibles, finalement, on s'est concentré sur 3 principaux, en tout cas les 3 plus importants. C'est en lien évidemment avec la prise en charge des patients en psychiatrie. C'est la réflexion de la résilience au stress et aux contrariétés. Aujourd'hui, c'est un site qui est très vert, où les gens peuvent assez librement se déplacer dans tous les espaces, même s'il y a certains enclos qui existent, excusez-moi pour le terme, mais certains espaces en tout cas clôturés. Évidemment, la question du repérage spatial et temporel, une chose très importante, dans la prise en charge, surtout en psychiatrie, de toujours conserver un rapport avec les saisons, avec le temps, avec évidemment les relations sociales, enfin tout ça, et la nécessité de liberté. Parce qu'au-delà d'une prise en charge qui se veut évidemment sécuritaire pour les patients autant que pour le personnel de soins, de réussir à trouver une échelle en tout cas de transition entre la prise en charge et puis l'ouverture et la liberté de déplacement au sein de ce projet. Donc les axes de réflexion, je l'ai déjà parlé, je l'ai un petit peu développé, c'est un environnement démédicalisé, des espaces refuges, connexion à la nature. On avait un site suffisamment exceptionnel pour avoir en tout cas tout ce bagage et ce potentiel. Une simplicité, hétérogénéité spatiale, et puis la question surtout de comment s'implanter autour d'une architecture qui est pavillonnaire, qui a son histoire et qui doit conserver en tout cas son écriture, ou en tout cas marquer dans le temps une étape avec un nouveau projet. Donc ça, c'est un petit zoom en plan masse rapide sur finalement le site qui nous était proposé, avec 6 pavillons en partie centrale, un château en partie basse, alors je ne vais pas zoomer dessus, mais plusieurs pavillons qui font à peu près 700 m² chacun, des bâtiments inscrits, donc le bâtiment qui est le plus à gauche en forme de T, un bâtiment inscrit, et on arrive à un projet, en tout cas une réponse qu'on a proposée ainsi, un peu plus nette. Et quelles étaient finalement nos réponses apportées à toutes ces questions en amont? C'est finalement de structurer cet espace en implantant des bâtiments en respect avec ce qu'il y a évidemment existant sur le site. C'est une sanctuarisation d'une partie centrale d'un parc qui à l'origine était traversé par un réseau viaire conséquent. Donc c'est finalement sanctuariser toute la partie centrale, de donner un maximum d'accès aux espaces végétalisés, de profiter aussi de cette intervention pour finalement trouver le juste équilibre entre la densification et l'étalement. Donc on devait réutiliser tous ces bâtiments, donc en tout cas une implantation qui essaye et qui propose aujourd'hui en tout cas une densification raisonnée, et de profiter de ce projet aussi pour remettre en relation tous les bâtiments qui sont plutôt des pavillons étalés sur un site, et de redonner aussi leur redonner en tout cas un accès plus simple, qui était au départ séparé par des grands jardins clôturés, de réouvrir certains jardins pour pouvoir redonner une relation entre bâtiments. Là, une image du concours où en fait on propose une architecture aujourd'hui qui laisse le pas en tout cas à l'architecture et l'existence à l'architecture historique pavillonnaire, avec une intégration d'un volume bâti qui est plus raisonnable, qui respecte en tout cas les niveaux R+1, comme les pavillons existants. Plutôt être respectueux aussi en reprenant les matières, reprenant l'identité des pavillons existants. Donc voilà, donc on voit les pavillons existants à gauche et nos extensions qu'on retrouve en centre. Et évidemment, la difficulté aussi de relier des bâtiments qui étaient éloignés entre eux, qui n'ont pas forcément les mêmes altimétries, pas forcément les mêmes accès, etc. Donc on restructure au travers de pavillons projetés et redonnant accès à ces pavillons existants. Pérenniser et renforcer l'accès au paysage, donc ça a été le leitmotiv, c'est de donner toujours en tout cas des perspectives, des accès à la nature. Là on voit une vue transversale qui était la flèche transversale qu'on voyait au départ, où on remettait en relation un bâtiment historique classé avec son jumeau en face. En tout cas, de restructurer aussi tous les flux à l'intérieur de ce parc et favoriser les déambulations.
La question de l'UFS, c'était aussi pour nous la possibilité finalement d'élargir le regard, puisqu'on nous avait quand même limité dans une certaine zone d'intervention. Néanmoins, on a profité dès le concours et en co-conception dès le départ, finalement de s'interroger sur tout ce qui est en présence sur le site, les potentialités. On a un énorme avantage sur ce site, c'est qu'il y a un espace boisé classé qui est au nord, dans lequel tout un tas d'espaces étaient disponibles. En tout cas, la possibilité d'intégrer et de réattacher cette partie de forêt classée pour y proposer, en tout cas, ou imaginer des parcours d'activité, des parcours thérapeutiques, pour finalement accompagner une stimulation des résidents pris en charge, de ceux qui ont en tout cas la possibilité de sortir librement à l'intérieur du site, améliorer le confort général, accéder finalement à cet énorme bois, et de favoriser aussi les orientations. Donc cette démarche nous a permis finalement, même si ça ne nous était pas demandé, de regarder et de pouvoir trouver en tout cas un intérêt un peu plus élargi au site. Ici, c'est juste une représentation en coupe qui permet de comprendre finalement l'implantation du bâtiment en extension. C'est les deux parties qui sont à droite avec le pavillon existant à gauche. Et nous avons profité en tout cas dans le réaménagement des services et du programme. On a souhaité réutiliser au maximum l'existant. C'est-à-dire que tous les planchers, plutôt que de répondre à une attente, je dirais, médicale qui souhaitait avoir tout à plat, on a réussi en tout cas à organiser les choses pour pouvoir réutiliser 100% de l'existant et ainsi minimiser finalement l'impact sur les parties en extension neuve. Toujours structuré autour d'espaces paysagers où on a essayé au maximum soit de positionner des circulations de déplacement dans les unités pour s'ouvrir sur des jardins évidemment clos, et prolonger la nature qui existe déjà largement sur le site. Ici, c'est un écorché qui représente finalement l'organisation d'une unité de prise en charge patient, où on retrouve finalement une organisation par temporalité de la prise en charge du patient, avec une zone plutôt d'hébergement qu'on a positionnée dans les pavillons existants, des zones d'activité, donc on structure ça, zone de nuit, zone de jour, avec en partie centrale des postes de soins. Et tout ça s'articule autour de déambulations et de circulation large, toujours en perspective avec soit la lumière naturelle, soit des jardins, soit des espaces en tout cas végétalisés en leur sein. Ça, c'est une partie de l'unité. Après, c'est des miroirs réguliers qu'on a mis en place sur l'ensemble des pavillons. Aussi, un enjeu très important, ça a été de maintenir les repères. Alors ça, maintenir les repères avec l'extérieur et avec l'extérieur tant architectural que paysager, ça a été intéressant parce qu'on a eu beaucoup de débats avec l'ABF qui était concerné par cette opération. Et finalement, nous, dès le départ, on a mis en place une architecture qui se veut plus basse, qui donne toujours à voir finalement les pavillons existants sur le site, mais aussi en accompagnement avec les échanges avec l'ABF, finalement de toujours donner des points de fuite ou des points de vision des signes, des arbres, de la végétation qui au-delà même des différentes unités. Voilà, donc ça c'est une représentation d'une des cours intérieures des unités. Et enfin, maintenir l'accès à la matière, aux matières naturelles et profiter du paysage exceptionnel du site. Encore une fois, toujours de grandes ouvertures sur l'extérieur, soit les jardins en enclos, soit des jardins plus laissés libres pour les déambulations. Et donc on a intégré au maximum le bois dans la construction. Les matières principales de ce projet sont le bois, le béton, et puis le vitrage, en tout cas, un maximum de vitrage pour ouvrir au mieux sur les espaces extérieurs. Voilà, pour une question de temporalité, aujourd'hui, le DCE est en cours de finalisation et le chantier va bientôt démarrer. Ce sera peut-être l'occasion, dans un second temps, de pouvoir justement assurer le suivi, finalement, de tous ces engagements qu'on a pris de manière assez libre, sans une demande particulière d'un maître d'ouvrage, mais en tout cas qui a dicté l'ensemble de notre démarche. Voilà. Merci. Et je reprends la parole. Je pense qu'on explose un petit peu le temps, donc je vais essayer d'être concise sur les deux exemples, puisqu'on en a encore deux. C'est un excès de générosité, je pense. Alors, comment ? Une autre échelle. Oui, alors une autre échelle. Pour vous expliquer un petit peu la sélection des trois projets qu'on vous présente, on a souhaité partir du plus global, c'est-à-dire un projet avec un site large,
étendue, qui communique aussi avec un environnement limitrophe particulièrement, voilà, qui est doté de plein de valeurs. Et là, on va on va rentrer dans le projet de la fondation de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Marseille alors qu'on est à Paris et que c'est Ecopolis, Île-de-France? Oui. Alors en effet, on pourra voir ça sous l'angle d'abord de l'anticipation au changement climatique. Je ne suis pas en train de dire que demain il y aura le climat de Marseille ou le climat méditerranéen à Paris, mais que toutefois on va se retrouver, et on est déjà d'ailleurs confronté à peu près aux mêmes problématiques en termes de climat. Enfin, de résilience au climat. Donc, la fondation de l'hôpital Saint-Joseph, c'est, comme Villévrard, un projet qui est un mixte entre de la rénovation bâtie, des extensions neuves, il y a aussi forcément une part de démolition, et puis tout un travail sur les aménagements extérieurs. Et l'objectif sur ce projet-là, enfin en tout cas un élément qui nous est apparu assez évident très rapidement, dans la mesure où, contrairement à Villévrard, vous voyez qu'on n'a pas un environnement doté de qualités naturelles particulières, puisqu'on est en plein centre-ville de Marseille. Eh bien, ça a été justement de travailler ces espaces extérieurs comme liant entre le passé et le présent. Et alors, une fois qu'on a dit ça, bon, c'est une chose, mais ça ne traite pas forcément du sujet de la santé. Et pour ce faire, donc c'était pour moi un exemple que je trouvais intéressant à vous présenter ce soir, c'est toute la phase de diagnostic que nous avons menée au niveau des données climatiques ou des enjeux climatiques, et pas que, on va dire les enjeux d'ambiance. Donc vous avez sur la petite carte à gauche les nuisances au bruit sur l'axe nord-est, parce qu'on avait un boulevard juste au nord du projet. Vous avez des espaces qu'on va qualifier en fonction de leur exposition à la lumière ou au soleil, ou ceux, au contraire, qui sont plutôt ombragés. Donc, en l'occurrence, les ombres, il n'y en a pas énormément. C'est essentiellement au niveau du cœur bâti. Et on va voir que en fait, c'est un élément positif. Et puis, l'exposition au vent, puisque à Marseille, il y a le Mistral notamment. Et donc, quand il y a du vent, et le vent souffle fort, et en particulier, il y a parfois des constructions, enfin voilà, il y a un travail de morphologie urbaine qui peut générer des phénomènes d'accélération au vent. Donc ces phénomènes d'accélération, ils sont aussi source de nuisances pour le ressenti, le confort de l'usager. Donc vous voyez ensuite à droite les simulations, parce que les simulations, elles nous aident aussi à pouvoir caractériser un peu plus finement ce qu'on peut ressentir. Je vous disais, on se base sur des données de l'ANSES ou de l'ARS, etc. Mais on a aussi les simulations, donc les outils numériques qui nous aident grandement. Et donc là, vous avez en haut les simulations d'irradiation et en bas les simulations de confort aérolique. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Donc ensuite, l'idée, c'était d'imaginer des espaces pour les usagers, c'est-à-dire comment on peut faire dialoguer tout le travail sur les aménagements extérieurs qu'on a un petit peu commencé à regarder. On sait qu'on a des espaces qui sont disponibles, on sait que ces espaces vont être plus ou moins exposés au soleil, plus ou moins exposés au vent ou au bruit. Et donc, comment on peut les travailler pour ensuite s'adresser à des usagers prioritaires, donc que ce soit des soignants, donc le personnel de l'hôpital, qui a aussi besoin de décharger de leur journée particulièrement harassante, les patients de l'hôpital pour leur créer des parenthèses un peu, alors j'irai pas jusqu'à dire enchantées, mais en tout cas des parenthèses nécessaires dans leur quotidien, et puis aussi les familles et les visiteurs. Et puis ensuite, en dernier lieu, les bienfaits thérapeutiques à cibler et puis les paramètres d'aménagement adaptés en conséquence. Et donc, voilà, je saute un petit peu plusieurs étapes qui ont permis d'accéder à ce plan masse, dans lequel vous allez pouvoir retrouver différents types de jardins, donc du jardin vallonné, dans lequel on va travailler un petit peu des espaces un peu plus intimistes et d'autres un peu plus ouverts, où on va encourager la rencontre entre différents usagers ou alors entre différentes familles de patients, des espaces plus thérapeutiques comme le jardin en bas, et puis sans plus attendre, on va passer justement aux exemples. Donc là, le jardin fraîcheur, qui est celui qui se situe juste au centre du plan masse, au cœur, on va dire, des bâtiments. Ce jardin, il a beaucoup de potentiel, puisqu'en fait, il est assez ombragé. Donc pour bénéficier de cet ombrage, et pour s'adresser, sauf si le niveau de batterie est faible et qu'on n'arrive plus à présenter, mais pour pouvoir travailler un espace encore plus qualitatif, on a réfléchi au choix des matériaux, à leur albédo évidemment, on a aussi réfléchi à la matérialité de ces matériaux, et puis au rapport avec
de la présence d'eau à travers des fontaines, alors fontaines à oiseaux ou fontaineries, d'ornements, un travail sur la végétation aussi spécifique en zone ombragée, et de manière à créer un espace qui soit vraiment rafraîchissant. On a aussi des dispositifs de brumisation. Voilà. Donc c'est vraiment créer une ambiance très particulière pour cet espace-là. Ensuite, on a le jardin thérapeutique. Je vous ai mis que 2 exemples, c'est déjà pas mal. Hein. Le jardin thérapeutique, lui, il est à destination essentiellement des patients, mais aussi des soignants quand même, parce que l'idée, c'est de pouvoir créer des espaces d'intensité et de ressourcement. Et ça, clairement, cet espace-là, il est un peu dans l'intensité, parce qu'on voit par exemple une proposition de parcours de santé adapté. Donc pour les personnes qui sont en rééducation, on va pouvoir venir utiliser des agrès qui sont vraiment spécifiquement conçus pour les personnes qui sont PMR ou ensuite post-opératoires. Et puis d'autres dispositifs, vous voyez comme en bas, pour les personnes âgées ou pour des personnes qui pourraient souffrir d'un cancer. Et puis il y a le jardin thérapeutique qui est un point essentiel. Alors je vous l'ai passé un peu en off parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais effectivement, il y a quand même des études qui montrent tous les bénéfices de la présence du végétal dans le post-traitement. Et on voit en particulier à quel point la présence de la nature proche des chambres d'hospitalisation peut réduire la quantité de besoins en antidouleur. Voilà, je vous avais promis de continuer à zoomer. On a effectivement zoomé. Et donc, voici l'exemple du projet de la dalle Keller. Alors, la dalle Keller se situe à Beaugrenelle, dans le quartier de Beaugrenelle, dans un urbanisme qu'on pourrait qualifier de dalle. Je trouvais cet exemple particulièrement intéressant parce qu'on est vraiment très, très contraint. Alors, je vais passer tout de suite à la suite. Voilà. La parcelle d'intervention, c'est celle que vous voyez là, donc avec le petit pavillon ici, Keller, et puis une tour, puisque à Beaugrenelle, on est quand même sur des tours, de logement au nord. Donc le maître d'ouvrage, c'est la Poste Immo, et il nous a sollicité, nous, à IA, pour faire une étude microclimatique en milieu urbain et pour pouvoir caractériser l'incidence du travail qui a été fait par après la pluie paysage, que vous voyez à droite au niveau du plan masse, et qui consistait donc à revégétaliser grandement cette dalle particulièrement l'inverse de fertile, stérile, voilà, minéral et stérile, exactement. Donc ramener du végétal avec toutes les difficultés que ça représente dans ce milieu-là, puisque en fait, si vous voyez les arbres représentés sur le plan masse, en fait, on a pu mettre en place, ils n'ont pu mettre en place que ces arbres-là en respectant la trame des poteaux pour que ça puisse être repris facilement en structure. Sinon, tout de suite, on serait passé dans des reprises structurelles assez compliquées et donc forcément aussi un peu chères. Voilà, donc on a travaillé sur l'UTCI, donc, qui permet de caractériser le confort thermique d'un individu en prenant en compte différents paramètres. Donc on ne s'est pas juste intéressé à la température de l'air potentiel, mais également à la température d'irradiation. On s'est également intéressé au confort aérolique, donc la vitesse d'air, le métabolisme des usagers. Et donc ce que vous pouvez voir le 6 août, donc en période estivale caniculaire, à 1,50 m, donc c'est-à-dire à hauteur d'homme, à midi. Donc à gauche, vous avez le cas existant, à droite, le projet. Et donc vous pouvez voir, je vais trop dans le détail. Non, 1,50 m. Oui, bon, c'est 1,50 m, c'est c'est moyen, voilà. Vous voyez à droite le projet et à quel point on arrive à une pixelisation du confort ressenti, ce qui traduit bien justement l'incidence de tout le travail en plan masse au niveau de la revégétalisation de ce site et aussi au niveau du choix des matériaux, bien évidemment. Donc on a quand même une différence d'à peu près 3 degrés. À 14 heures, on va encore augmenter cette amélioration entre avant et après. Et là, ce qu'on voit en coupe, c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit aussi le phénomène d'irradiation des surfaces et à quel point la présence du végétal et des coefficients d'albédo plus élevés vont pouvoir permettre de diminuer la température, en tout cas le ressenti thermique global. Et on a une différence, là on passe à quasiment 5 degrés. Et alors, ce qui est génial, c'est en fin de journée, où là, pour le coup, on a vraiment tout ce phénomène d'accumulation tout au long de la journée et d'accumulation inertielle en particulier au niveau des matériaux de surface. Et donc là, on parvient, surtout sur la zone la plus à droite, la plus proche du pavillon, à une différence de température de près de 10 degrés. Donc ça démontre, ces études, elles sont intéressantes parce qu'elles nous permettent vraiment de mettre des chiffres
sur des programmes, ouais, pour pouvoir caractériser et pour pouvoir asseoir un peu plus fort les propositions. Et ce qui nous permet aussi d'ailleurs de voir qu'il y a encore des points d'amélioration, comme ce que vous pouvez voir au droit du pavillon, juste au milieu. Là. Je ne sais pas si je peux pointer. Je crois pas. Si. Mais je ne sais pas si... Oui, non, bah oui. Bon, bah, je ne peux pas pointer. Mais voilà, vous voyez le pavillon, vous avez tout un rectangle rouge juste à la gauche du pavillon. Et à cet endroit-là, ce serait intéressant de mettre un élément d'ombrage pour pouvoir protéger encore davantage le pied du bâtiment. Voilà. En conclusion, on va peut-être conclure à deux. Tu peux conclure si tu le souhaites. Ok, je commence. Donc, ce qu'il faut retenir de l'UFS, que ce soit dans la rénovation ou dans le neuf, hein, c'est qu'il faut que ce soit une démarche initiée la plus tôt possible. Il faut que ce soit une démarche aussi qui soit menée à la fois par le maître d'ouvrage, mais aussi la maîtrise d'œuvre, bien sûr. Mais il faut, voilà, si c'est intégré dans le programme, c'est encore mieux. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail probablement de sensibilisation et de formation aussi, hein, auprès des maîtres d'ouvrage. Il faut positionner aussi les enjeux de santé comme des intangibles. Ça, je pense que c'est un mot qui est suffisamment fort pour être employé à ce sujet-là. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus se permettre uniquement d'être dans une approche normative de la santé, même si, bon, en France, on a quand même des normes et réglementations qui nous protègent. On pourrait aller bien au-delà. Et effectivement, comme ça a été dit en introduction, la santé, c'est encore un sujet qui est peu considéré dans les projets et on pourrait aller beaucoup plus loin. Après, voilà, sur les difficultés, je t'en laisse un petit peu. Non, les difficultés, je ne pense pas que ce soit le plus important. Ce qui est intéressant pour nous, en tout cas, c'est d'en avoir fait vraiment une méthode de travail, une méthode de développement. Qu'elle soit portée par nous dès le départ, finalement, elle nous amène une certaine vertu au développement de projet, aux réflexions, qu'on arrive assez facilement, finalement, à communiquer aux maîtres d'ouvrage, même si jamais ce n'est pas leurs premières attentes. Ils se l'approprient pas, finalement. Ils comprennent très vite l'intérêt qu'ils ont, en tout cas, à porter aussi ce discours en termes de communication, en termes de réflexion, et même en termes d'élargissement aux autres projets qu'ils développent en même temps. Parce que c'est vraiment un regard qu'ils n'ont pas l'habitude, enfin en tout cas sur Ville-Évrard, c'est peut-être pas un regard qu'ils avaient forcément totalement identifié. Une autre grosse vertu, c'est que finalement on s'est interrogé sur ce projet en particulier, sur la question justement de l'architecture historique et puis du paysage. Ça nous a en fait préparé presque pas les arguments, mais en tout cas préparé toute la base de discussion avec tous les intervenants qui peuvent graviter autour des projets de cette ampleur, hein, c'est quand même des projets assez grands, jusqu'à évidemment des associations qui maintenant ont toujours tendance aujourd'hui à lutter contre les projets, à chercher à stopper des projets, à préparer des recours. C'est quand même une réalité. Sur un site comme ça, il faut savoir qu'il y a des associations très virulentes, parce qu'ils ont souffert d'opérations qui ont eu lieu juste en face. Par exemple, Maison Blanche, je ne sais pas si vous connaissez un peu le quartier, c'était un autre quartier psychiatrique qui était juste en face. Et donc, ils avaient quand même, eux, décidé, au travers du projet Ville-Évrard, d'être beaucoup plus attentifs à l'aboutissement de toutes les questions de la préservation des espaces végétalisés qu'il y a autour et autres. Et finalement, d'avoir réfléchi à tout ça aussi en amont, on avait déjà un bagage d'échanges et de discussions, et ça a rassuré un peu tous les acteurs autour. Donc il y a quand même une grosse vertu, je pense qu'elle doit être portée par nous. Et après, un maître d'ouvrage s'approprie ou non la question, mais il est propre, il est maître de ses choix. Voilà. Et désolé, on a mangé tout le... Non, vous étiez deux, donc c'est normal. Bon, donc moi je vais commencer par zoomer et je finirai en dézoomant. Comme ça fera l'effet entonnoir, enfin l'effet sablier, plutôt dont on parlait tout à l'heure. Bon, ça c'était le titre. Donc on va passer. Juste une petite diapo pour vous dire... ah oui, c'est moi qui zappe. Et il faut zapper là-dessus ? Ouais. D'accord. Pour dire, comme on dit, d'où je parle. En fait, je suis un architecte normal, comme vous tous, c'est-à-dire que je fais de la conception, je fais du suivi de chantier. La petite particularité, c'est que dès que je me suis mis à mon compte, il y a déjà bien longtemps, j'avais compris que le temps du projet ne pouvait pas être le temps de l'innovation. C'est pas le même sablier qui s'écoule, on ne peut pas s'asseoir, se poser, et dire, bon, allez, on va réfléchir quelques mois, quelques semaines, pour voir s'il n'y a pas des moyens de travailler un peu plus intelligemment. Et depuis donc quelques décennies, je creuse le même sillon, qui est comment
mieux concevoir ou réhabiliter avec ses soucis environnementaux, de performance énergétique et autres, et en utilisant intelligemment l'outil numérique. Voilà. Bon, ça, je vais passer aussi rapidement parce qu'on est tous au courant, puisqu'on le ressent maintenant très nettement dans nos chairs. Bon, la crise sanitaire, on l'a vécu. Les catastrophes climatiques, on en a un petit aperçu en ce moment. La pénurie des matériaux, voilà, bon. Et puis, évidemment, l'explosion des coûts de l'énergie. Alors ça a eu quand même le mérite de faire quand même pas mal bouger les lignes. C'est plutôt bien. Parce que il faut repenser. Je pense qu'on a beaucoup écouté les techniciens ces dernières décennies. Il faut maintenant écouter les architectes, les urbanistes et les paysagistes qui peuvent requalifier la ville. Bon, ça on connaît aussi. L'îlot de fraîcheur, l'îlot de chaleur. Nos villes vont devenir infernales, mais on peut se soigner, on peut apporter des remèdes. Moi qui pensais que le bon plan, c'était d'acheter à Berck-Plage, eh ben non, parce qu'en fait, voilà ce que nous dit Météo France, à l'échelle 2050, des records possibles, beaucoup plus violents dans le nord que dans le sud. C'est un peu contre-intuitif, mais faut faire confiance à Météo France. Bon, alors il y a ce problème de la qualité de l'air, que la France a pris très tardivement en compte, puisque l'Observatoire de la qualité de l'air a été créé en 2000, alors qu'il y avait déjà beaucoup de littérature, aux États-Unis notamment, sur ces sujets. Je vous invite à lire le livre de la MIQCP, la MIC, sur la qualité sur le coût global. Vous pouvez le télécharger et vous verrez que tout ça a été chiffré, argumenté. C'est des milliards et des milliards de conséquences. Les premières victimes sont ceux qui en deviennent malades. Les chefs d'entreprise ont assez vite compris que derrière, c'était de la baisse de productivité, 2 à 4% de baisse de productivité. Donc, ceux qui ont du tertiaire font un peu plus d'attention. Maintenant, il y a toutes ces pollutions. Et dites-vous que l'air intérieur est en général 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, qui lui-même n'est pas brillant. Bon, donc il faut savoir tout ça et il faut ensuite agir en conséquence. Il y a le bruit, le problème du bruit. Alors, en réhabilitation, il y a un phénomène très classique, c'est qu'on va, en rendant le bâtiment plus étanche à l'air, en lui mettant un mur manteau, quand il est possible de lui mettre un mur manteau, on va évidemment complètement estomper, masquer les bruits extérieurs. Donc du coup, les habitants se disent « mais c'est infernal, après votre réhabilitation, le bruit il a augmenté, le bruit intérieur ». En fait non, le bruit intérieur n'a pas augmenté, simplement il est plus masqué par le bruit extérieur. Il faut être conscient de ça, en tout cas il faut l'expliquer. Parce que c'est un phénomène contre lequel on ne peut rien. Après, c'est le civisme. Il faut savoir aussi que dans ces réhabilitations, au départ, par exemple, le promoteur avait mis de la moquette. Hein, dans les années 70, c'était la moquette. Bon, l'habitant, au bout d'un moment, il a enlevé la moquette et puis il a demandé à un artisan de venir poser un petit carrelage ou même un parquet, mais évidemment sans appliquer les règles de l'art. Donc, il y a des bruits qui ont été, les bruits d'impact ont été absolument décuplés. Alors moi, j'en ai un peu assez d'entendre parler de rénovation thermique et je veux déplacer le sujet. C'est pour ça que je parle de requalification architecturale. Parce que rénovation thermique, on s'intéresse à la thermique, point barre. Dans la requalification architecturale, on va embarquer tous les sujets qui sont en lien avec la santé, mais pas que, santé, sécurité, bien-être. Donc ça va être, la qualité de l'air, confort d'hiver, confort d'été, le confort visuel, l'acoustique, biodiversité, etc. L'autre enjeu pour moi, c'est de redonner aux habitants la fierté d'habiter leur immeuble. Souvent, ils ont presque honte d'inviter leurs amis quand la façade se délabre. Et donc, leur redonner la fierté, c'est bon pour le moral, donc c'est bon pour la santé. Et puis, en plus, ça permet de revaloriser le patrimoine. Donc, ça, c'est bon pour le portefeuille, donc bon pour le moral. On constate sur la base de données des notaires qu'un bâtiment ramené en étiquette B, à Paris et même ailleurs, le bâtiment dont je vais vous parler, c'est à Antony. Bon, c'est pas, vous allez voir l'endroit. Il y a eu une plus-value après rénovation de 1 000 €, un peu plus de 1 000 € du mètre carré réhabilité, pour un investissement d'environ 350 €.
Voilà. Donc ça n'amène pas d'argent frais, mais en termes de placement et de bonne gestion, sans parler évidemment du confort embarqué. Alors voilà le petit projet dont je voudrais vous parler. C'est 2 tours à Antony sur cet urbanisme de dalle. Avant, c'est à gauche. Après, alors on n'a pas changé évidemment, bien que la copro très très avant-gardiste et innovante nous avait poussé à étudier la création de balcons rapportés sur ce qui est pratiquement un IGH, hein, donc à 1 mètre près c'était un IGH, avec des puits géothermiques, enfin des trucs. Bon, alors j'ai dit ok, on va vous faire l'étude, mais on va la faire courte parce que vous allez voir que c'est pas supportable économiquement parlant. Donc on a fait l'étude et on a donc renoncé à apporter des balcons. Bon, ça c'est l'équipe. Un syndic Sagil qui était très moteur, et Île-de-France Énergie qui était dans la boucle, Bureau d'études Sécotherm, ACTR, et puis de très bonnes entreprises qui ont très bien travaillé, Socateb, Lorénov. Bon, voilà l'univers de ces tours. Voilà les 2 qu'on a étudiés, mais vous voyez qu'il y en a tout autour sur un grand aplat de parking. Il y a 3 niveaux de parking, dont le dernier qui est en surface et qui est évidemment très désagréable à la vue. Et vous imaginez bien l'îlot de chaleur que tout ça produit. J'ai eu la bonne nouvelle d'avoir un coup de fil maintenant des tours voisines qui disent mais au fond nous aussi il faudrait qu'on s'améliore, donc voilà, on va peut-être attaquer la suite du programme. Comme quoi ça bouge, et qu'est-ce qui a fait bouger là? C'est quand même la loi climat et résilience avec l'interdiction de louer des passoires énergétiques et l'explosion du prix de l'énergie. Avant, ça ne bougeait pas. Avant, les bailleurs, les propriétaires non occupants bailleurs étaient les premiers à faire en sorte que les travaux ne soient pas votés. Maintenant, sont les premiers à faire en sorte que les travaux soient votés. Sinon, c'est le revenu qui s'effondre. Donc on a là-dessus évidemment fait l'isolation par ce mur manteau. On a c'est un bardage métallique. On a évidemment mis un isolant qui est de la laine de roche. On n'a pas poussé la laine de bois parce que oui, on aurait bien voulu, mais la laine de bois à résistance égale, il faut plus d'épaisseur et c'est plus cher. Donc on a des problèmes de vision que je vais illustrer tout à l'heure, hein, parce qu'il ne faut pas non plus oui, parce qu'on enferme les gens quand on vient mettre 20 ou 30 cm devant les fenêtres de part et d'autre. Bon. Les mesures extérieures ont toutes été changées. On a mis une isolation, une ventilation, basse pression pour éviter de trop consommer d'énergie et mieux réguler le système au besoin. Et donc on est parti, on n'a pas voulu faire un geste architectural, mais on a quand même travaillé. On a fait, je crois, jusqu'à 40 dessins de façade parce que ils avaient vu qu'on travaillait aussi sur ordinateur, bien sûr, et donc ils avaient l'impression que voilà, bon, on a joué un peu le jeu. On a fait de la concertation avec le maire, avec les équipes et avec le conseil syndical, très motivé. Et on a fait un petit travail pour essayer de corriger l'image de ces tours, parce que les 8 ou 10 sont pareils, on les a resilhouettés. Et on leur a apporté ce nouveau confort. On a travaillé pour justement ne pas trop perturber la lumière telle qu'elle était avant et telle qu'elle est maintenant. Donc il y a ces ébrasements, parce que si on était descendu tout droit, ben vous imaginez que on enlevait pas mal de lumière venant d'en haut. Voilà, bon, tout ça, ça fait partie des détails à étudier et à justifier. Et pour ça, on a alors ces petites rappels de couleur orange, enfin de couleur vive, c'est la trace de l'histoire de ces bâtiments qui étaient en pâte de verre, et ils étaient assez attachés à garder un signe de l'existant. Ils rejetaient pas tout dans leur tour, donc on a trouvé ces petits jeux de couleurs. Et ça, c'est quand même intéressant parce que on a remonté l'étiquette en classe B.
Donc ça veut dire, il y a les deux tours. Vous voyez que sur celle de gauche, la tour 4, on fait quand même 62% d'amélioration et sur l'autre 67% d'amélioration. C'est énorme. C'était assez facile puisqu'il n'y a pas les ponts thermiques, les ponts linéiques dus au balcon, dus à une architecture saccadée. Donc c'était assez facile. Voilà. Mais le résultat, c'est quand même ça. Voilà, il y a une petite faute de frappe dans les chiffres. C'est pas 3006 après travaux, c'est 3008. Voire 4000, donc une belle valorisation de 1100 € du mètre carré, pour un coût, je vous le disais tout à l'heure, de travaux de 350 € du mètre carré. Donc avec ça, on leur a apporté, ils en témoignent maintenant, un nouveau confort. Alors vous voyez par contre que c'est du temps long, hein. La copro, c'est pas comme avec un bailleur qui sait à peu près maîtriser le sablier. C'est du temps long. Alors ils ont commencé par un diagnostic énergétique. Voilà. Et puis ensuite, ils ont perdu 2 ans. Parce qu'au bout de 2 ans, ils se sont dit, tiens, si on questionnait un architecte, ou des architectes, ou un architecte. Et ça, je l'ai vécu sur pas mal de projets. On fait des diagnostics énergétiques. Et le diagnostic énergétique, il fait 100 pages, c'est absolument incompréhensible. Donc les gens prennent du recul, même de la méfiance. Et en plus, ils voient juste ce qu'ils cherchaient, c'est, ah, quoi, 17 ans de temps de retour pour une ITE, 20 ans pour la fenêtre? Non, on referme le dossier, on fait rien. Alors que nous, quand on travaille sur ces questions-là, on va déplacer le sujet. On va leur montrer justement l'amélioration du confort, de la qualité de vie et du reste. Et on ne va pas raisonner bêtement sur les temps de retour qui n'ont pas d'intérêt. Donc vous voyez, le calendrier, je ne le commande pas, mais ça a été le temps long. Là, c'est livré depuis 1 an. Donc il y a eu un hiver, un été, et les gens, ils n'ont pas subi la canicule comme ils le sentaient avant, parce que ces immeubles en béton, d'ailleurs qui n'ont jamais été conçus pour résister à la fréquence et l'amplitude des chocs thermiques qui arrivent déjà et qui vont s'amplifier encore. Donc il va y avoir des pathologies et des sinistres sur les immeubles en béton, surtout ceux qui ont des balcons. J'en mets ma main au feu. Donc là, ils ont eu un vrai confort d'été. Et puis en hiver, ça se passe évidemment très bien. Toutes les fenêtres sont munies de coffres de volets roulants avec des cellules photovoltaïques. Et ils régulent chacun. On voit, ils ont appris à réguler. Quand on arrive, ils nous l'expliquent. Ça, c'est un extrait. Il faut une petite brochure. Et je ne vais pas vous le commenter, mais c'est leur propos, mais c'est un régal pour un architecte de lire ça. Ils ont signé, je crois, je suis un peu loin là, pour le conseil syndical des copropriétaires satisfaits. Et ils décrivent le truc, j'aurais dicté aucun mot, mais ils parlent de la beauté, ils parlent du confort, ils parlent de l'économie, ils parlent de l'environnemental, ils parlent du bien-être, voilà. Bon, alors maintenant, il va falloir s'attaquer à cet îlot de chaleur. Donc on a une mission. Au début, la mission, c'était pour refaire l'étanchéité de la dalle du parking. Bon, on a dit, ok, d'accord. Maintenant qu'ils ont compris, ils le mettent d'ailleurs dans la lettre d'avant, ils ont dit, maintenant, il faut qu'on travaille sur le parking et qu'on le métamorphose. J'ai réussi. Alors, il y a un bailleur social, donc on a fait une petite réunion avec la copro, des 2 tours et le bailleur social. Et je disais, mais cette dalle de parking là, avec les voitures, elle n'est pas pleine. Dans les niveaux d'en dessous, je vais aller me promener. Le premier niveau, il est à peu près rempli. Le dernier, il est quasiment vide. Donc, je dis, il y a une évidence. On vire les bagnoles, on les met en dessous. C'est assez compliqué juridiquement, hein, parce que c'est la copro, c'est des actes de vente, des machins. Bon, bref, on a fait une séance de créativité ensemble. J'ai proposé 3 hypothèses et on s'achemine vers une hypothèse qui est assez satisfaisante, je pense, et qu'on va quand même laisser la moitié en parking de surface, mais on va mettre des ombriers à photovoltaïque. Et puis le reste, on va créer des jardins partagés, des choses. Alors, ils veulent pas d'aire de jeu, ils veulent pas de trucs où, parce que le bruit, parce que les gamins, parce que ceci, parce que cela. Donc il faut tenir compte. Hein, c'est eux les maîtres d'usage. Hein. Donc voilà, on éveille les consciences, mais c'est eux qui vivent. Donc c'est la limite de l'exercice. On peut pas imposer des choses. Hein? Même post-Covid, ils n'ont pas d'espace extérieur. Si, non, mais ils veulent de la verdure, mais ils voudraient pas des jeux, ils veulent pas des espaces. Oui. Ouais. Alors, faut reconnaître que quand même, je sais pas, j'ai vu tout à l'heure, on le voit à peu près ici, il y a un vaste parc tout autour. Hein. Donc, ils ont quand même de quoi s'échapper.
Ça, je vous le mets parce que c'est tout récent. Je l'ai découvert hier, puis ce matin, on avait un webinaire avec Alliance HQE. Ils ont sorti un petit outil, HQE pour tous, qui permet de voir comment votre projet se situe dans les 14 cibles. Voilà. Donc, vous taperez HQE pour tous, vous tomberez sur cette petit outil qui est gratuit et qui peut être intéressant. Alors maintenant, je vais dézoomer, parce que le bâtiment, c'est bien, mais si on vise la stratégie nationale bas carbone, neutralité carbone en 2050, c'est pas en travaillant à la parcelle au rythme actuel qu'on y arrivera. Donc notre proposition, c'est de faire des opéras, opérations de requalification architecturale, environnementale et urbaine des îlots, dans lesquels le maître d'ouvrage, le maire, devra être le chef d'orchestre. Donc l'idée, c'est de changer de maille et de passer à l'échelle de l'îlot pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de la mutualisation, notamment sur l'économie. Si on travaille un îlot entier, à la sortie, ça sera moins 15, moins 20% pour l'habitant sur les coûts de réhabilitation. Donc on a cadencé une démarche comme ça que je vais vous dérouler rapidement en 6 étapes. Bon, changer de maille pour revitaliser, évidemment, parce qu'à cette échelle, on va pouvoir tout embarquer. À l'échelle de l'îlot, c'est assez limité. Là, on peut sérieusement traiter les questions de sobriété, d'économie circulaire, végétation, enfin, je ne vous lis pas tout, hein, vous avez compris. On est bien sur le quadriptyque, si je puis dire, confort, bien-être, santé, sécurité. C'est ça la cible, c'est de réenchanter les îlots, de les pacifier, voilà. Et puis, c'est d'embarquer des équipes qui vont non plus travailler en silo, mais qui ont travaillé grâce aux outils BIM et autres, en intelligence collective. Donc, voilà, faire ce qu'on devrait faire tout le temps, en fait. L'autre point très important, évidemment, c'est associer les habitants, que nous qualifions de maîtres d'usage, parce que s'ils ne sont pas dans la boucle, eh ben, ils vont rejeter ou freiner. Donc, ça sera la partie incontournable, il faut les placer au cœur du dispositif. Pour ça, on a développé des outils qui permettent de gagner du temps dans cette concertation, c'est-à-dire de démocratiser la compréhension d'un projet d'urbanisme ou d'architecture par des images accessibles, par des immersions. On peut les immerger en 3D, immersifs, et voilà, ils peuvent se promener dans le projet. Donc ça facilite la concertation. On est en train de rechercher des démonstrateurs, au point d'ailleurs que je pense qu'à la rentrée, nous lancerons un AMI inversé. On est habitué aux AMI où c'est le public qui dit « Bon, les petits gars du privé, si vous avez des idées, vous me les envoyez, et puis on verra si ça nous intéresse, on donnera suite ou pas. » Eh ben, on va faire l'inverse. On va demander, nous, petits gars du privé, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès des maires pour leur dire si cette démarche vous intéresse, ben vous manifestez, puis on verra, on triera, on prendra ceux qui nous intéressent. Voilà, l'idée, c'est quand même de trouver quelques démonstrateurs. Alors, on a des pistes. Réinventer la gouvernance, ça, c'est le point le plus difficile, parce que dans un îlot, on va avoir 10 copros. Quand on connaît le bordel dans une copro, vous imaginez puissance 10. De HLM, un garagiste, etc. Et donc, il faut réinventer une gouvernance. Il y a des outils, il y a des outils juridico, économico, administrativos. Donc, et je pense d'ailleurs que les promoteurs qui ont plus de travail à venir pourraient se recycler sur la requalification des îlots, où les bailleurs sociaux pourraient évidemment aussi jouer une grande partition. Après, jouer le numérique, bien évidemment, parce que ça permet de comprendre, ça permet de simuler, ça permet de justifier, ça permet d'avancer en sécurité. Donc, on connaît le BIM, hein, Building Information Model, le SIM, et nous, on a juste inventé le KIM, quartier intelligent modélisé, voilà, pour démocratiser la compréhension du projet, assurer la traçabilité, fluidifier le développement du projet en mode collaboratif, enrichir les données et créer de la big data et veiller à ce que ce ne soit pas les GAFAM qui nous les piquent pour nous les revendre ensuite. Donc sanctuariser ça dans le domaine public, parce que finalement, c'est ce qui permettra une gestion prédictive de l'îlot et non pas une gestion curative. Et c'est souvent un facteur 5 ou 10 entre les deux. Le coût n'est pas le même, évidemment.
bon, on a élaboré une méthodologie, etc. Bon, vous aurez, je pense, les transparents. Hein, je ne sais pas si c'est... Enfin, moi, je les donne. Voilà. Bon, le BIM, j'y reviens pas, mais ça permet quand même de décortiquer le projet et d'accumuler des données et de travailler en synergie, en mode collaboratif. Dans les contrats de recherche dont je vous parlais, nous, dans l'un des contrats, on a inventé l'outil ArchiWizard, que certains connaissent peut-être, puisque c'est un des moteurs de calcul agréés pour la RE 2020 et la RT 2012, mais qui ne fait pas que. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait là, et c'est pour ça qu'on a fait émerger cet outil. C'est pour que les architectes, les urbanistes, les paysagistes puissent prendre conscience voilà, alors on peut faire évaluer tout ça. L'avantage de cet outil, c'est qu'il réagit en temps réel. Et donc, je déplace une chose, je vois tout de suite si je progresse ou si je détériore. Pareil, pour qualifier l'éclairage, parce que quand on va tartiner 20 ou 30 cm d'isolant en extérieur, je peux rendre compte de la qualité de la lumière avant, après, et rassurer l'habitant. Pareil, voilà, si on met du photovoltaïque, il suffit de le tracer et on aura dans la seconde le truc. Quand je change l'inclinaison de 10 degrés de mes capteurs et je verrai que ça ne change rien, au résultat, c'est pratiquement la même chose. Enfin, pour des capteurs photovoltaïques. Donc, le diktat de l'ingénieur qui me dit il faut que ce soit à 28 degrés 12, non. Voilà, j'ai des outils pour le... Pareil. Alors, vous voyez, par exemple, ici, c'est intéressant, les deux avancées. C'est un programme où il fallait agrandir certains logements et pas d'autres. Quand je suivais à la lettre le programme, j'arrivais à cette aberration pour le logement situé entre les deux blocs à droite qui se voyait dans la pénombre du coup. Donc voilà, on met en évidence ces choses-là et après on modifie le programme. Enfin, optimiser les synergies, mais ça, c'est du classique. À partir d'un bon diagnostic partagé, il y a des programmes d'action mutualisés, projets validés, financés, etc. Les phases, je vais passer vite parce que moi aussi, j'ai grignoté mon temps. Et ça, normalement, vous le connaissez. Hein, c'est ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle le CQFD, coût maîtrisé, qualité assurée, fiabilité garantie, délai tenu. Et évidemment, l'occasion, si on travaille à l'îlot, de valoriser des innovations, tout comme d'ailleurs les gestes anciens. Parce que c'est la manière aussi ou l'occasion de rééclairer des gestes anciens. Alors, il y a la question de la surélévation, il y a la question de la préfabrication 2D, 3D. Certains ont connu peut-être le programme Energy Sprong. Et donc, je fais juste un petit détour sur l'avantage de la surélévation, parce que si on veut, je reviens sur le sujet, améliorer la santé, c'est quand même de l'argent, parce qu'il faut vraiment tout revoir dans ces bâtiments qui n'ont jamais été conçus pour. Et voilà, ce bâtiment à gauche, c'est sûr qu'en période de Covid, c'est difficile à vivre. À droite, voilà, et tout ça, on le sortait à coût zéro. Pourquoi? Parce que les 270 mètres carrés créés sur le toit généraient suffisamment, enfin la vente des droits à construire permettait de rénover tout ça à coût zéro. Bon, ça c'est une autre surélévation. Voilà. Alors ça, pour la petite histoire quand même, pour vous dire, parce qu'on peut avoir, nous les architectes urbanistes, paysagistes, on est plein d'empathie pour les gens et plein de bonne volonté. Simplement, c'est que là, notre permis, on l'a eu il y a 3 ans, et on va seulement pouvoir sortir l'opération, parce qu'évidemment, ça a été attaqué. Voilà. Par quelqu'un qui s'est fait débouter, qui est allé en appel, qui s'est refait débouter, qui est allé en cassation et qui s'est refait débouter. Mais comme le législateur a voulu la sanction des recours abusifs, mais que le juge considère que face au promoteur, celui qui a fait le recours, qui est un modeste propriétaire, la sanction, c'est quelques centaines d'euros, et donc ça ne dissuade absolument pas les recours abusifs sur les permis. Ça, par contre, ça c'est place de la... vous m'excuserez, vous ne lui direz pas, il faut que je rajoute. J'ai oublié de mettre le logo de JBMNA, puisqu'on a fait ça à 2. C'est la surélévation qu'on a pu faire place de la Nation, l'auberge de jeunesse qui était créée. Donc, il y a une réflexion, quand on est à l'échelle de l'îlot, il y a une réflexion pour ça. Il ne s'agit pas non plus forcément de tout aligner, de boucher toutes les dents creuses. Bon, sur la place de la Nation, ça se justifie, mais voilà. Et je terminerai là-dessus pour vous dire que, justement, dans le cadre de Rénaudez, qui sont les journées du 12 et 13 septembre, on va lancer un nouveau prix qui s'appelle le prix de la requalification architecturale de copropriété, histoire de mettre les architectes à l'honneur. Voilà. Donc il y a quelques planches qui expliquent pourquoi vous aurez ça dans le truc. Je ne veux pas abuser du temps. Et puis pour terminer, je vous ai mis quelques bibliographies de
de choses qu'on a pu sortir, dont le dernier, qui est Réenchantons nos espaces de vie, qui décrit toute cette démarche à l'échelle du Lillo. Merci. Merci à tous. On va maintenant passer aux questions. Voilà, on fait ça depuis les 5 derniers épisodes. On laisse les intervenants prendre la parole les uns à la suite des autres et on laisse les questions à la fin pour le public si vous avez quelques interrogations sur les présentations qui ont été diffusées ce soir. La parole est à vous. Revenir sur l'un des 3 projets présentés. Ce sera la co-animatrice, la première question. C'est pas grave. Non. Non, je voulais savoir si pour encourager les maîtres d'ouvrage, dans la question des coûts que j'abordais tout à l'heure, finalement, si vous estimiez les symptômes, si vous arriviez à évaluer les symptômes évités si on ne faisait pas ces opérations comme ça, ou c'est trop compliqué. Vous voyez, question santé, est-ce que... Je fais référence à une étude qui a été menée mais par 1300 experts pendant des années, c'est le Millennium Assessment, et qui était capable d'évaluer en fait tout ce qui, si on avait procédé autrement, tous les milliards qu'on pouvait éviter à mettre dans la santé et dans les questions médicales. Je tente une réponse rapide. Je renvoie au livre de l'AMIC, parce que ça c'est illustré, c'est chiffré, c'est documenté. Et l'idée, c'est, en partant du coût global, vous savez que le coût global, c'est sur 50 ans, retenez qu'un bâtiment d'habitation aura coûté 3% pour son montage, 3% pour le montage, 2% pour la conception, 20% pour la construction et 75% pour l'exploitation maintenant sur 50 ans. Voilà. Quand on sait ça, on se dit que pas la peine de faire Polytechnique pour comprendre qu'il faut revoir l'ingénierie financière et injecter plus de matière grise et plus de qualité même dans les travaux. Bon. Mais le vrai coût global doit aller au-delà du coût de ce coût-là. C'est le coût global élargi au coût du mal-vivre. Et effectivement, quand on lit le bouquin de l'AMIC, on voit quelques chiffres qui montrent que oui, il y a des milliards qui auraient pu être évités et qui pourraient encore l'être. Si jamais on ramène la question en fait, au projet de santé aujourd'hui, pour comparer en fait, les pourcentages que tu viens d'annoncer, grosso modo un projet de santé, CHU ou un peu plus petite taille, ou même projet de psychiatrie comme Villévrain, le coût de la construction, c'est que 8%, grosso modo, du coût global. Donc c'est même en fait moins important encore que le coût global. Même si tous les projets qu'on fait aujourd'hui ont tendance quand même à améliorer la prise en charge pour les résidents, enfin pour les patients, pour le personnel médical, parce qu'aujourd'hui quand même par rapport à ce qu'on avait avant, on améliore bien les choses. C'est quand même un pourcentage très très minime, parce que ce sont quand même des établissements qui consomment énormément, qui ont des obligations, en tout cas réglementaires, lourdes. Mais en fait, la vraie réponse, on a des exemples dans des pays d'Europe où c'est une question de politique, en fait, aujourd'hui une politique d'investissement, court-termiste ou long-termiste, finalement, où on voit en Espagne, il y a quelques années, enfin, il y a quelques dizaines d'années maintenant, ils avaient lancé un programme de reconstruction d'hôpitaux où l'on dit c'est simple, on vous donne tant aujourd'hui, vous aurez 0 pour exploiter, enfin pour finalement exploiter et entretenir derrière. Donc obligation de rechercher des solutions extrêmement durables dans le temps. Même dans les pays du Nord, c'est un petit peu la même politique. En France, aujourd'hui, on est encore finalement dans le besoin de reconstruction et de remise à disposition de programmes. Enfin, je ne sais pas si je m'éloigne, mais de reconstruction de programmes qui soient tout de suite, de manière très rapide, efficace. Et je rajouterais juste un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même aussi capable de caractériser les impacts évités en termes carbone, consommation énergétique, consommation d'eau. Effectivement, sur l'impact sur la santé en elle-même, je pense qu'on est encore au début. Mais ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur des données, disons, scientifiquement palpables aisément, que sont l'énergie, le carbone, on pourra le faire, j'espère, très prochainement sur la santé. Il n'y a pas de raison, en fait. C'est juste qu'il faut mettre au point les méthodes d'évaluation et de quantification de ces impacts-là. Autre réponse, vous avez vu que le pilotage de la rénovation-requalification a été retiré des mains de l'ADEME et mis entre les mains de l'ANA. Et que maintenant, ça va plus loin, parce que vous avez le programme MaPrimeRénov' et vous avez le programme MaPrimeAdapt'.
Et ils veulent conjuguer ou tisser, émailler les deux, parce que le maintien des personnes à domicile est, sur le plan de la santé, quelque chose si on cherche à chiffrer, ce sera peut-être difficile, mais qui est quelque chose, évidemment, qui fabrique du bien-être pour la personne, si son logement est adapté, et qui évite des coûts faramineux au niveau de la Sécu. Désolé, oui, mais il ne faut pas nous lancer. Non, si, on a interrogé le maître d'ouvrage sur un bâtiment qu'on n'a pas présenté aujourd'hui, un EHPAD qu'on a livré il y a maintenant 1 an. On a échangé avec les équipes de soins et le directeur du centre hospitalier qui était responsable de cet EHPAD. En tout cas, les critères, on ne peut pas encore aujourd'hui véritablement les lister, mais ce qui était intéressant, et ça aujourd'hui, on ne s'attendait pas à cette réponse de la part d'un maître d'ouvrage, il a dit, écoutez, dans ce nouveau bâtiment, avec grosso modo les mêmes enjeux qu'on avait placés dans ce projet, l'accès à la lumière naturelle, l'ouverture, les perspectives libérées, etc. Et aujourd'hui, il nous annonce une baisse de médication drastique. Alors évidemment, on bénéficie du fait de passer d'un bâtiment vertical à un bâtiment à plat, mais néanmoins, dans la partie, pour la partie santé, même EHPAD, finalement, le critère de médication des résidents, pas des patients, des résidents, c'est un premier facteur qui peut être suivi. Donc, dans le temps, c'est un moyen de voir que finalement, les gens sont dans le bien vivre, ont un accès à autre chose, et finalement, ça redore aussi le blason des équipements publics de ce type-là qui sont là pour répondre à un besoin d'EHPAD pour les gens les plus démunis. Donc c'est un premier facteur. Si pas de questions, on peut clôturer les débats pour ce soir et aller au petit pot convivial. Merci à tous.